Sur le registre paroissial, à la ligne du 3e mardi de novembre, une main sûre avait écrit son nom parmi les défunts. Une main qui n'avait pas tremblé. Une encre qui avait séché sans qu'on la relise. Et une phrase, plus bas, soulignée d'un trait fin. Décédé des fièvres, sans postérité, sans testament, sans que la famille eût à en rougir. Il y avait une femme qu'on avait enterrée sans corps. Il y avait un homme qui aurait pu la chercher et qui, pour des raisons qui ne tenaient debout qu'à 3 heures du matin, avait choisi de signer le silence. Et il y avait, ce matin-là, dans le grand vestibule d'un hôtel de la rue de Varennes, une femme à genoux sur le carrelage qui frottait une dalle que le maître de maison traversait chaque jour sans la voir et qui, en frottant, comptait 1 carreau, 2 carreaux, 3 comme on solde un compte que personne ne vous a jamais présenté. Décembre 1816. Paris avait la couleur du plomb refroidi. La neige n'était pas encore tombée sur les toits de la rive gauche, mais elle attendait dans l'air. On la sentait à la manière dont les gens rentraient les épaules. L'hôtel de Valmont dressait sa façade grise entre 2 murs de jardin, rue de Varennes, avec ses hautes fenêtres qui ne s'ouvraient jamais tout à fait et son perron de 6 marches où le givre tenait jusqu'à midi. Dans le vestibule dallé de noir et de blanc, une femme de 26 ans lavait le sol à l'eau glacée. Elle avait les mains rouges, une robe de grosse laine grise, un tablier repassé avec un soin qui n'allait pas avec le reste, et cette manière tranquille de plier les torchons en comptant les plis. 1, 2, 3, avec la patience de celle qui a appris que compter empêche de penser. Elle s'appelait Geneviève. On l'appelait dans l'office la Nouvelle, bien qu'elle fût là depuis 18 mois. Dites-moi dans les commentaires de quel endroit du monde vous écoutez cette histoire ce soir. La ville, l'heure qu'il est chez vous. Je les lis tous. Et si ces récits de ducs et de femmes qui apprennent à se tenir droite font respirer votre cœur un peu plus lentement, laissez ici votre abonnement. C'est ma façon silencieuse de savoir que vous êtes revenu. Ceci est une œuvre de fiction, située dans la France de la Restauration. Les personnages, les noms et les situations sont entièrement imaginaires, et toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels ne serait que pure coïncidence. Elle était arrivée là par une porte de service, un jour d'été, avec un certificat de moralité signé d'un nom qui n'était pas le sien, et une histoire simple qu'on ne lui avait pas demandé de répéter 2 fois. Elle savait laver, repasser, plier, compter le linge, tenir un livre de dépenses mieux qu'une intendante. Madame Ferrand, qui régnait sur l'office et sur les clés, avait vu tout cela du premier coup d'œil et n'avait posé qu'une question. « Vous savez vous taire ?» Geneviève avait répondu qu'elle ne connaissait guère autre chose. C'était vrai. C'était aussi, si l'on veut, le résumé de 5 années. Le duc Étienne de Valmont ne posait jamais les yeux plus bas que les rampes d'escalier. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand, sec, avec les cheveux gris coupés courts et une façon de traverser ses propres pièces comme s'il les mesurait pour un procès. On disait de lui qu'il avait beaucoup aimé autrefois une jeune femme emportée par les fièvres, qu'il portait ce deuil comme d'autres portent un titre, avec une dignité qui interdisait la question. Veuf convenable, il recevait peu et payait bien. Les gens le trouvaient froid, mais la narration n'a pas le droit de dire cela parce que Geneviève, elle, ne l'avait jamais trouvé froid. Elle avait trouvé, sur son visage, l'expression de quelqu'un qui a rangé une chose lourde dans une armoire et qui vérifie, chaque matin, que la clé est toujours dans sa poche. Le premier jour, elle avait cru que son cœur allait la trahir. Elle avait entendu sa voix dans l'escalier avant de le voir et sa main s'était arrêtée toute seule sur le manche du balai. Puis, il était passé à 3 pas d'elle, le regard fixé quelque part au-dessus des têtes, et il n'avait rien vu. Rien. C'était le genre d'homme pour qui les femmes en tablier gris n'ont pas de visage, seulement une fonction, comme les portes ou les tapis. Et Geneviève avait compris, ce jour-là, qu'elle pourrait vivre sous son toit aussi longtemps qu'elle voudrait, tant qu'elle resterait à genoux et qu'elle garderait les yeux baissés. Un mort peut habiter la maison de celui qui l'a enterré, pourvu qu'il ne se relève pas. Elle ne s'était pas relevée.
Pendant 18 mois, elle avait lavé ses sols, plié ses draps, compté son linge et appris sa maison par cœur comme on apprend le plan d'une prison ou celui d'une évasion. Elle savait à quelle heure il déjeunait, quels livres il tenait ouverts sans les lire, à quelle marche de l'escalier, la troisième, en mognon usé, sa main droite se posait toujours. Elle savait qu'il ne dormait pas avant 2 heures, parce qu'elle voyait depuis la cour la bougie brûler à la fenêtre de la bibliothèque jusqu'au bout de la mèche. Elle avait tout appris de lui, de l'extérieur, comme on apprend un pays où l'on n'a plus le droit d'entrer. Ce fut une clause qui trahit tout le monde. Un jour de janvier, le notaire vint. Maître Lécuyer, un petit homme soigneux en habit noir, qui déposa son chapeau et son portefeuille de cuir sur la console du vestibule, avec la lenteur des gens qui savent qu'on les attend. La vieille duchesse mère était morte à l'automne, dans son appartement du premier, sans que personne ne l'eût beaucoup pleuré, sinon par convenance. Et il restait à lire ce qu'elle avait laissé. On avait fermé les rideaux du petit salon. On avait allumé le feu. Geneviève passait dans le corridor avec un plateau de porcelaine, la théière, 2 tasses, le sucrier ébréché qu'on ne sortait jamais devant les visites, et la porte était restée entr'ouverte parce que Madame Ferrand n'avait pas eu le temps de la tirer. Le notaire lisait à voix basse, de cette voix unie qui aplatit tout, les legs, les meubles, les rentes. Geneviève posait le plateau sur la desserte sans bruit, un geste qu'elle avait fait 10 000 fois. Et la phrase arriva. Et à ma belle-fille légitime, si elle vivait encore, l'usufruit du domaine de Sologne, qu'elle a aimé plus que nous ne l'avons mérité. Le plateau ne trembla pas. La théière ne tinta pas contre les tasses. Geneviève acheva son geste, replia le coin de la nappe, recula d'un pas. Elle connaissait cette phrase mieux que le notaire, mieux que la morte qui l'avait dictée, parce qu'elle en était l'objet mort. La belle-fille légitime, si elle vivait encore. La vieille femme avait donc su, ou deviné, ou refusé de croire, et elle avait glissé dans son testament ce petit hameçon d'encre, cette condition impossible, comme on laisse une lampe allumée à une fenêtre pour quelqu'un dont on n'ose plus dire tout haut qu'on l'attend. De l'autre côté de la table, le duc regardait le feu. Il n'avait pas bougé. Son visage avait l'expression de quelqu'un qui vient d'entendre une phrase qu'il croyait avoir enterrée avec la personne, et qui la retrouve intacte, froide, exhumée par une main plus honnête que la sienne. Il ne dit rien. Le notaire replia ses feuillets, tout sauta, passa au legs suivant, la pendule de l'antichambre, les diamants à une nièce. Geneviève sortit sans bruit, referma la porte derrière elle avec la douceur méthodique d'une femme qui ferme un tiroir sur une chose qu'elle ne veut pas laisser voir. Dans l'office, elle reprit une pile de draps encore tiède du repassage et compta les plis. 1, 2, 3. Ses mains ne tremblaient pas. Elle avait déjà pleuré 5 ans plus tôt, penchée sur le registre d'une paroisse où quelqu'un avait écrit son nom parmi les morts. Elle avait épuisé ce jour-là tout ce qu'elle possédait de larmes, et il ne lui en restait plus pour celle qu'elle était devenue. Ce qui lui restait, c'était autre chose. C'était le calme exact de celle qui vient de comprendre qu'elle n'a plus rien à perdre, et qu'un mort, en droit français, peut fort bien se relever devant un juge, réclamer son nom, et demander des comptes à ceux qui l'ont signé. Il restait à savoir combien de temps un homme peut vivre auprès d'un fantôme avant de finir par le reconnaître. Pour comprendre comment on en était arrivé là, il faut remonter de 5 années, mais brièvement parce que Geneviève elle-même refusait d'y rester longtemps. Elle avait épousé Étienne de Valmont à 21 ans. Elle n'était pas de sa condition. Fille d'un médecin de province mort trop tôt, elle avait de l'instruction une belle écriture, une écriture un peu irrégulière, penchée, avec des jambages qui s'échappaient et pas un sou de dot. On avait murmuré. La duchesse mère avait murmuré plus haut que les autres, au début, puis s'était tue, gagnée par cette jeune femme qui savait tenir les livres du domaine mieux que l'intendant et qui aimait la Sologne froide, ses étangs gelés, ses brumes, comme si elle y était née. Le mariage avait duré 2 ans. 2 ans, et puis les fièvres.
Sauf qu'il n'y avait pas eu de fièvre. Il y avait eu un cousin, le chevalier Aurélien de Valmont, un homme de 35 ans à l'époque, cadet sans fortune, avec des dettes de jeu qu'il portait comme d'autres portent un rhume, avec négligence et contagion. Aurélien héritait du domaine de Sologne si le duc mourait sans enfant. Et le duc n'avait pas d'enfant, et cette jeune épousée de rien du tout, cette Geneviève à l'écriture penchée, risquait d'en donner un fils, et Sologne s'éloignait de lui pour toujours. Aurélien n'avait donc fait ce que font les hommes patients et endettés. Il avait attendu, il avait observé, et il avait choisi le moment. Une fièvre puerpérale, un enfant mort-né dans une chambre au fond du domaine, une jeune femme délirante qu'on avait éloignée pour la contagion, un médecin complaisant, un curé de campagne fatigué, un registre. Il n'avait pas fallu de crime. Il avait suffi d'une signature, d'un peu d'argent et du silence d'un homme brisé. Car le duc était brisé. Voilà ce que Geneviève avait mis 5 ans à s'expliquer et qu'elle ne s'expliquait toujours qu'à moitié. Elle avait perdu l'enfant, cela c'était vrai, il n'y avait pas eu besoin de le mentir. Elle avait failli mourir pour de bon, et pendant qu'elle brûlait de fièvre dans une chambre écartée, on avait dit à Étienne qu'elle était morte. Et on lui avait montré un drap, et un cercueil fermé, et le registre. Pourquoi avait-il cru ? Pourquoi n'avait-il pas exigé de voir ? Il y avait quelque chose dans cette question que Geneviève n'osait pas retourner trop longtemps, parce qu'elle savait qu'au fond du tiroir se trouvait peut-être une réponse qu'elle ne pourrait pas pardonner. Qu'un homme qui a perdu un enfant préfère parfois croire qu'il a tout perdu d'un coup, proprement, plutôt que de démêler ce qui, dans le désastre, aurait encore pu être sauvé. Elle avait survécu. On l'avait crue morte, puis on l'avait su vivante, trop tard. Aurélien était venu la voir, dans la maison de campagne où on l'avait cachée pour qu'elle guérisse loin des regards, et il lui avait parlé avec beaucoup de douceur et beaucoup de chiffres. Elle était morte sur le registre. La ressusciter, c'était un procès, un scandale, des années, et pour finir quoi ? Un mari qui l'avait enterrée sans la chercher. Il lui avait proposé une rente, modeste, régulière, à condition qu'elle disparût pour de bon, qu'elle partît loin, qu'elle changeât de nom. Elle avait pris la première somme, celle qui devait lui permettre de partir, et elle était partie. Et elle n'avait plus jamais touché un centime, parce qu'accepter la rente c'eût été signé à son tour, et elle avait juré de ne plus rien signer de sa propre disparition. Elle avait vécu 5 ans de couture, de leçons, de contes tenus pour d'autres, et puis un jour, elle était revenue. Pas par vengeance, elle se le répétait, pour être honnête, et n'en était pas tout à fait sûre. Elle était revenue parce qu'un fantôme finit par vouloir revoir la maison qui hante, et parce qu'elle voulait savoir, de ses propres yeux, si l'homme qui l'avait crue morte dormait bien. Il ne dormait pas bien. Cela au moins, elle l'avait vérifié dès la première semaine, à la bougie brûlée jusqu'au bout, à la fenêtre de la bibliothèque. Voilà où l'on en était ce mois de janvier, quand la clause vint tout trahir. Et voilà pourquoi Geneviève, ce soir-là, ne dormit pas non plus. Le lendemain, la maison changea de rythme, comme les maisons changent quand approche un départ. On parlait de partir pour la Sologne dès les premières neiges, le duc y passait toujours la fin de l'hiver, dans le grand domaine froid dont Geneviève venait d'apprendre qu'il aurait dû un jour lui revenir en usufruit. Madame Ferrand faisait ses listes. On empaquetait l'argenterie dans des caisses garnies de paille. Et Geneviève, qui aurait pu demander à rester à Paris, demanda au contraire à faire partie du voyage. Madame Ferrand la regarda un instant de trop, avec l'expression de quelqu'un qui compte quelque chose sans encore savoir quoi, puis haussa les épaules. Une fille qui ne rechigne pas au froid, cela ne se refuse pas. Mais avant la Sologne, il y eut Paris encore, quelques semaines, et les visites, car un duc veuf convenable, sans héritier direct et titulaire d'un beau nom, est une chose que la société ne laisse pas longtemps tranquille. On lui envoyait des cartes. On l'invitait, et dans les salons où il consentait parfois à paraître un quart d'heure, on lui présentait, comme par hasard, la comtesse Adélaïde de Sérigny. Geneviève entendit ce nom pour la première fois un mardi, dans l'office, par la bouche des femmes de chambre, qui répétaient ce qu'elles avaient surpris. La comtesse de Sérigny était jeune,
veuve elle aussi, riche, et sans ces scrupules de deuil qui rendent les hommes lents. On disait qu'elle avait mis le duc dans ses projets comme on met une pièce sur une case, avec méthode. On disait que la vieille duchesse mère de son vivant l'avait encouragée. On disait que cette fois, le duc pourrait bien se laisser faire, parce qu'un homme ne peut pas porter le deuil éternellement d'une femme morte des fièvres, et qu'il faut bien un héritier à Valmont. Geneviève écouta tout cela en pliant des serviettes. Un pli, deux plis, trois. Elle ne dit rien, mais sa bouche fit quelque chose qui était la retenue précise d'un sourire, non pas d'amusement, mais de reconnaissance. La reconnaissance de celle qui voit une pièce du jeu se déplacer et comprend enfin la partie. Car si le duc épousait la comtesse de Sérigny, alors le fantôme qu'elle était deviendrait, aux yeux de la loi, une complication insupportable. On n'épouse pas devant Dieu et devant le maire quand on a déjà une femme vivante et une femme déclarée morte qui se relève la veille d'un remariage. C'est un scandale qui ne se compte pas en francs, mais en réputation. Le remariage était une horloge. Il venait de commencer à tourner. Il fallait qu'elle sache combien de temps il restait. Que savait la comtesse de Sérigny? Que savait Aurélien, le cousin dont on annonçait le retour à Paris pour l'hiver? Que savaient, dans les salons, ces sourcils qu'on levait de l'autre côté des tables de whist quand on prononçait le nom de Valmont? Geneviève ne pouvait répondre à aucune de ces questions depuis un office. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire. Elle écouta, elle compta, elle rangea. Et elle commença à préparer, en silence, la résurrection d'une morte. Cela demandait des papiers. Une morte n'a pas de papier, c'est même toute la difficulté d'être morte. Il lui fallait retrouver le curé qui avait signé le registre, s'il vivait encore, le médecin, un témoin de la fièvre, quelqu'un qui l'eût vue vivante après la date écrite à l'encre sûre. Il lui fallait surtout un homme de loi qui acceptât de porter devant un juge la cause la plus improbable qui soit. Cette femme que vous croyez enterrée est debout devant vous, et voici pourquoi. Elle n'avait pas d'argent pour un tel homme. Elle avait autre chose. Elle avait la clause de la vieille duchesse, écrite de la main d'une morte, qui disait « si elle vivait encore ». Et une clause dans un testament est une porte que le droit laisse entr'ouverte. Le premier obstacle vint vite. Un après-midi de la fin janvier, un fiacre s'arrêta devant le perron et il en descendit un homme que Geneviève reconnut avant même qu'il eût ôté son chapeau à la manière qu'il avait de monter les marches deux à deux en propriétaire d'un lieu qui ne lui appartenait pas encore. Aurélien, 5 ans l'avait épaissi, lui avait donné un teint de bon vivant et une chaîne de montre plus lourde. Mais c'était bien lui, le cousin patient, l'homme qui avait tenu la plume au-dessus du registre. Geneviève, qui traversait le vestibule avec un seau, baissa la tête, tourna le visage d'un demi-degré vers le mur et continua son chemin du pas égal d'une servante que rien ne concerne. Il passa à côté d'elle sans la voir. Lui non plus ne regardait pas plus bas que les rampes. Mais le cœur de Geneviève, cette fois, avait battu trop fort et elle mit 1 heure à le faire taire. Car Aurélien, lui, s'il la voyait vraiment, la reconnaîtrait. Il était l'un des 2 seuls hommes au monde qui savaient qu'elle n'était pas morte, et le seul qui avait intérêt à ce qu'elle le restât. Tant qu'elle serait un tablier gris de plus, elle était en sûreté. Le jour où il poserait les yeux sur elle, elle serait en danger. Elle venait de comprendre que la maison qu'elle habitait était à la fois sa cachette et sa souricière. Ce soir-là, elle écouta à la porte du petit salon. Elle n'en était pas fière, elle le fit quand même. Aurélien parlait au duc de la comtesse de Sérigny avec l'insistance douce d'un homme qui pousse une chose dans le sens de la pente. Ta mère l'aurait voulu, Étienne. Il faut un héritier à ce nom. On ne bâtit rien sur une tombe. Et le duc, de l'autre côté de la porte, se taisait. Geneviève connaissait ce silence. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était du calcul ou de la douleur ou les deux. C'était l'expression sonore de quelqu'un qui pèse une chose lourde et n'a pas fini de la peser. Puis il dit une phrase, une seule, d'une voix basse, et Geneviève dut coller l'oreille au bois pour la saisir. Je n'ai jamais aimé les affaires qu'on règle trop vite, Aurélien. J'en ai réglé une, autrefois, trop vite. Je n'en réglerai pas d'autres. Le seau, dans la main de Geneviève,
faillit se poser tout seul. J'en ai réglé une, autrefois trop vite. Elle recula dans l'ombre du corridor, le dos contre le mur froid, et resta là longtemps, dans le noir, à respirer avec soin. Il y avait quelque chose dans cette phrase qu'elle n'avait pas le vocabulaire pour nommer, quelque chose qui ressemblait à un remords, mais un remords sans objet nommé, un remords qui tournait dans le vide autour d'une tombe vide. Ce n'était pas un aveu, ce n'était pas encore un doute. C'était peut-être le tout premier tressaillement d'un homme qui recommence à sentir, sous le carrelage bien lavé de sa vie, une chose qui remue. On partit pour la Sologne au début de février, sous la première vraie neige. Le domaine était tel qu'elle l'avait gardé, 5 ans derrière ses paupières. Une longue bâtisse basse aux murs de briques roses, délavée par les hivers, posée au bord d'un étang que le gel changeait en une plaque d'étain sale. Des allées de charme noir, une chapelle fermée, une serre, la serre, au bout du jardin en pente avec ses vitres verdies et son poêle qu'un vieux jardinier nommé Firmin entretenait comme on entretient un feu sacré. Geneviève, en descendant de la charrette qui avait suivi la voiture du maître, sentit le froid mouillé de la Sologne lui monter aux chevilles, et ce fut comme rentrer dans une maison qu'on croyait démolie et retrouver ses murs debout. Elle connaissait chaque marche de cet escalier de pierre. Elle connaissait la 3e, usée en son milieu, où la main du duc se posait toujours. Elle connaissait la bibliothèque du rez-de-chaussée, avec ses 2 niveaux et son étroit escalier de fer forgé qui grimpait vers la galerie du haut, et l'odeur de cuir et de poussière froide qu'elle y avait tant aimée. On lui donna une chambre sous les combles, un lit, un broc, une chandelle. Elle rangea ses 3 robes, sa Bible et l'objet qu'elle portait toujours cousu dans la doublure de son corsage. Car il y avait un objet depuis le début, et le moment n'était pas venu de dire lequel. C'est en Sologne que la vie de la maison se resserra, et que le duc et le fantôme, forcés d'habiter les mêmes couloirs vides, commencèrent à se croiser plus souvent. Le domaine tournait avec peu de domestiques. Geneviève lavait, cirait, portait le bois, servait à table quand la maladresse d'une autre l'exigeait. Et le duc, désœuvré par l'hiver et par ce deuil qu'il traînait comme un manteau trempé, passait ses soirées à la bibliothèque, à la bougie, devant des livres de contes qu'il feuilletait sans les additionner et des volumes qu'il ouvrait sans les lire. Un soir, on l'envoya y porter du bois. Elle entra les bras chargés de bûches, s'agenouilla devant la cheminée et fit le feu sans un mot, avec cette économie de gestes que donnent 1000 feux allumés. Le duc, à sa table, ne leva pas les yeux. Mais quand elle se releva, il dit, sans la regarder, du ton qu'on prend pour une chose sans importance, « Vous comptez quand vous rangez les bûches ?» Geneviève s'immobilisa. « Pardon, monsieur, vous les comptez, 1, 2, 3, je vous entends remuer les lèvres. » Il tourna une page. Ma femme faisait cela. Le silence dans la pièce prit une épaisseur nouvelle. De l'autre côté de la table, il regardait le feu avec l'expression de quelqu'un qui a laissé échapper une phrase et se demande, une seconde trop tard, pourquoi il l'a dite tout haut. Geneviève tenait la corbeille à bois vide contre son tablier. Elle aurait pu se taire. Elle avait passé 5 ans à se taire. Mais il y avait dans cette phrase « Ma femme faisait cela » quelque chose qui lui fit répondre très bas en gardant les yeux sur les flammes. On compte, monsieur, quand on a peur d'oublier combien il en manque. Il ne répondit pas. Il ne bougea pas, mais elle vit sa main posée sur la page ouverte, cesser tout à fait de bouger et rester là, immobile, comme une chose qu'on a oublié de rappeler à l'ordre. Elle ramassa la corbeille et sortit. Dans le couloir glacé, elle s'appuya un instant au mur. Elle venait de faire quelque chose de dangereux. Elle venait de laisser passer, sous le tablier gris, un fil de la femme d'autrefois. Et le pire, c'est qu'elle savait pourquoi elle l'avait fait, parce qu'il avait dit « ma femme » avec dans la voix une chose qui n'était pas de l'habitude. Qu'est-ce qui remuait sous le carrelage? Elle ne pouvait plus se permettre de ne pas le savoir. Les jours qui suivirent, elle prit garde. Elle redevint le tablier gris, la fonction sans visage. Mais la maison, elle, avait cessé d'être immobile. Le duc désormais la regardait, pas comme on regarde une femme, non, comme on regarde une chose qui vous rappelle une autre chose sans qu'on sache laquelle.
Il la suivait des yeux quand elle traversait une pièce. Il s'interrompait quand elle entrait. Une fois, comme elle repliait une nappe sur la longue table de la salle à manger, comptant les plis, il resta sur le seuil un temps trop long, et elle sentit son regard sur ses mains rouges, sur la manière dont ses doigts alignaient les bords, et elle ralentit exprès pour brouiller le geste. Mais il était trop tard, elle le savait. Il avait vu quelque chose, et quelque chose en lui cherchait le nom de ce qu'il avait vu. Puis vint la comtesse. La comtesse de Sérigny s'invita en Sologne au milieu de février, sous prétexte de chasse et par nécessité de stratège. Elle arriva dans une voiture bien fermée, avec une femme de chambre, des malles et cette assurance des gens qui n'ont jamais eu à laver un sol de leur vie. Elle était belle, il faut le dire, d'une beauté nette et sans faille, et elle avait l'art de remplir une pièce de sa présence comme d'autres la remplissent de leur parfum. Geneviève la servit à table le premier soir, invisible, une paire de mains qui posent et retirent les assiettes, et elle l'observa comme on observe une adversaire dont on ne connaît pas encore l'arme. La comtesse parlait au duc avec vivacité, riait juste ce qu'il fallait, s'intéressait au domaine, à Sologne, à l'avenir de ce beau nom qui, quel dommage, n'avait pas d'héritier. Le duc répondait peu. Il avait, tout le long du dîner, l'expression de quelqu'un qui assiste à une conversation qui le concerne sans qu'il y ait été invité. Une fois, comme Geneviève se penchait pour retirer son assiette, il leva les yeux et croisa son regard une demi-seconde, pas plus, et Geneviève baissa les paupières et recula. Mais elle avait senti passer dans ce regard quelque chose qui ressemblait à un appel au secours et qui, aussitôt, s'était refermé. Ce fut la comtesse, pourtant, qui faillit tout perdre pour elle. Car la comtesse, en femme méthodique, se renseignait. Elle interrogeait les domestiques avec cette fausse bonté qui délie les langues. Et elle finit par entendre, d'une bouche bavarde, qu'il y avait à l'office une fille silencieuse, une nommée Geneviève, qui tenait les comptes mieux que l'intendant et pliait le linge comme une dame. Cela ne signifiait rien pour la comtesse. Mais un après-midi, dans la galerie, elle s'arrêta devant Geneviève qui cirait la rampe et la regarda vraiment, cette fois, avec l'attention d'une femme qui jauge une autre femme, et elle dit, d'un ton léger, « Vous avez un beau maintien pour une fille de peine. Où avez-vous servi avant ?» Geneviève, la tête baissée, le chiffon à la main, répondit un nom de maison inventé, une ville lointaine, d'une voix éteinte de servante. La comtesse la regarda encore un instant, avec l'expression de quelqu'un qui range une observation dans un coin de sa tête pour plus tard, puis passa. Mais Geneviève resta le cœur battant. Elle avait vu dans les yeux de la comtesse, non pas la reconnaissance, la comtesse ne l'avait jamais vue vivante, mais pire, la curiosité. Et la curiosité d'une femme habile est plus dangereuse que la haine d'un sot. L'horloge tournait plus vite. On parlait maintenant, à mots couverts, d'une chose qui se déciderait au retour à Paris. Un contrat, disaient les uns, des fiançailles, disaient les autres. Aurélien écrivait des lettres pressantes. La duchesse mère était morte en laissant, comme une flèche plantée dans le silence, cette clause impossible. Et Geneviève sentait que si elle ne bougeait pas, elle serait bientôt un fantôme définitif, enfoui sous un remariage comme sous une dalle scellée. Elle bougea. Elle avait, à Orléans, à une demi-journée de charrette, l'adresse d'un homme de loi qu'on lui avait indiqué autrefois. Un avoué obscur et honnête, nommé Maître Rambert, qui prenait les causes que les autres refusaient parce qu'il aimait moins l'argent que le point de droit. Un jour où on l'envoya en ville, avec l'intendant pour des achats, elle trouva une heure, prétexta une course et se présenta chez lui. Elle ne dit pas tout, elle dit assez. Elle raconta l'histoire d'une femme déclarée morte par intérêt, dont le nom figurait à l'encre sur un registre paroissial et qui vivait et qui pouvait le prouver. Maître Rambert l'écouta sans l'interrompre, les mains jointes, avec l'expression prudente d'un homme qui a entendu beaucoup de mensonges et sait reconnaître à un détail ce qui n'en est pas un. Quand elle eut fini, il resta un long moment silencieux, puis dit « Ce que vous décrivez, madame, n'est pas une chose facile. Une déclaration de décès portée sur un registre fait foi jusqu'à preuve contraire.
Il vous faut des témoins, un médecin, le curé qui a signé, s'il vit, et il vous faut une raison pour laquelle vous avez attendu 5 ans. Les juges se méfient des morts qui reviennent trop à propos, juste quand une succession s'ouvre. Il la regarda. On vous accusera de courir après un héritage. Je ne cours après aucun héritage, dit Geneviève. Je cours après mon nom. Maître Rambert la considéra encore, puis hocha la tête lentement. Alors trouvez-moi le curé. Trouvez-moi quelqu'un qui vous a vue vivante après la date. Sans cela, je n'ai qu'une femme et une histoire. Et une femme et une histoire ne pèsent rien devant un tribunal. Elle repartit avec cela, une porte entr'ouverte et un prix à payer pour la franchir. Le curé, le vieux curé de la paroisse de Sologne, celui qui avait tenu la plume. Il devait avoir 70 ans à l'époque, s'il vivait encore. C'était un miracle. Elle se renseigna prudemment auprès de Firmin le jardinier, qui savait tout du pays. Le vieux curé était mort, apprit-elle, 2 hivers plus tôt. Le cœur de Geneviève se serra. Mais Firmin ajouta, en tassant sa pipe, qu'avant de mourir, le vieux avait beaucoup parlé sur la fin, comme parlent les vieux à qui la mémoire remonte à la gorge, et qu'il avait dit des choses une nuit au sujet d'un enterrement d'autrefois, un enterrement qu'il avait tourmenté, un cercueil qu'il avait béni sans savoir ce qu'il contenait. Firmin haussa les épaules. Des radotages de vieux curés. On n'a pas fait attention. Geneviève, elle, fit attention. Car un curé qui se confesse en mourant laisse parfois une trace. Les curés écrivent. Elle résolut de trouver, coûte que coûte, ce que le vieux prêtre avait pu laisser derrière lui. Un carnet, une lettre, une note dans les marges d'un registre. C'est alors que tout parut perdu. Cela arriva un soir de la fin février, brutalement, comme arrivent les catastrophes bien préparées. Aurélien revint en Sologne, sans prévenir, dans une voiture crottée de la route. Il monta l'escalier 2 à 2, comme toujours. Mais cette fois, en passant dans le vestibule, il s'arrêta. Geneviève cirait le sol à genoux, la tête basse. Il s'arrêta parce qu'une servante, en se relevant trop vite pour s'écarter, avait heurté du coude un guéridon, et qu'un chandelier était tombé, et qu'Aurélien, agacé, avait baissé les yeux, plus bas que les rampes, pour une fois, vers la maladroite. Et son regard tomba sur le visage de Geneviève. Il ne cria pas, il ne dit rien. Il devint seulement très immobile, avec l'expression de quelqu'un qui reconnaît dans une rue un homme qu'il croyait avoir vu enterré. Geneviève ramassait le chandelier, les mains parfaitement calmes, le visage baissé, mais elle savait qu'il était trop tard. Il avait vu et il avait reconnu, et elle le lut dans la façon dont il resta planté là, une seconde de trop, avant de reprendre son chemin sans un mot. Cette nuit-là, il vint la trouver. Il l'attendit dans le couloir des combles, une bougie à la main, et quand elle monta se coucher, il sortit de l'ombre. Il n'avait plus rien du bon vivant des salons. Il parla bas, vite, avec une froideur qui était sa vraie couleur. « Vous êtes morte, madame, dit-il. Vous êtes morte depuis 5 ans, et c'est écrit, et une chose écrite est plus forte qu'une chose vivante. Vous croyez que vous allez vous relever? Vous croyez qu'un juge vous croira, vous, une servante sans papier, contre un registre, contre un curé mort, contre le nom de Valmont? On vous prendra pour une folle ou pour une intrigante? On vous fera enfermer. » Il approcha la bougie de son visage. « Partez cette nuit. Je vous donnerai de quoi partir loin, comme la première fois. C'est ma dernière offre. Si vous restez, je jure devant Dieu que je vous ferai déclarer folle avant que vous n'ayez ouvert la bouche. » Geneviève le regarda. Elle avait, depuis 5 ans, imaginé 100 fois ce moment, et elle s'était crue prête. Et elle découvrit, en le vivant, qu'elle tremblait, non de peur, mais de cette colère froide qui ressemble au calme. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle dit seulement d'une voix très basse: « Vous avez raison sur un point, monsieur. Une chose écrite est forte. C'est pourquoi je ne vous laisserai pas le dernier mot écrit. » Elle passa devant lui et monta se coucher. Mais dans son lit, dans le froid, elle regarda la vérité en face. Et la vérité était sombre. Aurélien avait raison. Le curé était mort. Elle n'avait pas de témoin. Elle avait une histoire, une clause et une servante.
et une servante ne pèse rien. Elle avait cru mener le jeu, et elle découvrait qu'elle n'avait jamais eu qu'une seule pièce sur l'échiquier, une pièce qu'on venait de menacer de renverser. Elle pensa, cette nuit-là, qu'elle avait tout perdu. Le temps, la preuve, la sûreté de l'ombre. Elle pensa qu'il ne lui restait qu'à partir, encore, à redevenir morte pour de bon, et à laisser le duc épouser sa comtesse et Aurélien empocher son domaine. Elle ne partit pas. Au matin, elle fit une chose qu'elle n'avait pas prévu de faire, et qui décida de tout. Elle alla à la chapelle. La vieille chapelle du domaine, fermée depuis des années, où l'on n'entrait plus, et où le vieux curé, du temps qu'il vivait, venait parfois prier seul le soir, disait Firmin. Elle força la porte gonflée d'humidité. À l'intérieur, il faisait un froid de caveau, et l'autel était nu, et il y avait dans un coin un petit meuble de sacristie que personne n'avait vidé. Elle l'ouvrit. Des ornements moisis, un calice terni, des cahiers de messe, et au fond d'un tiroir, sous une nappe d'autel pliée, remarqua-t-elle sans soin par une main de vieillard, un carnet de moleskine noire gonflé d'humidité, dont les pages collaient les unes aux autres. C'était le journal du vieux prêtre. Elle le lut, agenouillée sur la pierre glacée, dans la lumière grise qui tombait d'un vitrail cassé, en décollant les pages avec une patience de servante. Et elle trouva, daté d'un hiver ancien, entre deux notes sur la pluie et sur les pauvres de la paroisse, cette phrase d'une écriture tremblée. Ce jour, bénit un cercueil de plomb au nom de la jeune duchesse, sur l'ordre pressant de monsieur le chevalier Aurélien. On ne m'a pas laissé l'ouvrir. Le poids n'était pas celui d'un corps. Que Dieu me pardonne d'avoir signé le registre sans avoir vu. J'ai cru bien faire en obéissant. Je crains d'avoir enseveli un mensonge. Geneviève ferma les yeux. Elle tenait dans ses mains rouges ce qu'elle cherchait depuis 5 ans. Non pas une preuve qu'elle vivait, cela, elle en était la preuve, mais une preuve que quelqu'un avait su, et douté, et écrit son doute. Un mort peut témoigner par écrit. Le vieux curé, du fond de sa tombe, venait de lui tendre la main. Elle serra le carnet contre sa poitrine, contre l'objet cousu dans sa doublure, et pour la première fois depuis 5 ans, elle laissa 2 larmes couler, 2, pas plus. Elle les compta presque par habitude. Puis elle les essuya, cacha le carnet et redevint le tablier gris. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un l'avait vue entrer dans la chapelle. Pas Aurélien, le duc. Il l'avait aperçu de la fenêtre de la bibliothèque, une silhouette grise se glissant dans la chapelle interdite au petit matin. Et lui, qui ne regardait jamais plus bas que les rampes, avait, ce matin-là, suivi des yeux cette femme jusqu'au bout du jardin. Il ne dit rien, il attendit. Et le soir même, il fit une chose qui n'était pas dans ses habitudes. Il descendit lui-même à l'office, sous un prétexte, et il regarda sur la longue table la pile de nappes que Geneviève venait de plier. Il en prit une, il la déplia. Il regarda les plis, la manière dont les bords étaient alignés, ce pli central un peu appuyé du pouce que faisait une seule personne au monde. Puis il la replia, aussi mal qu'un homme replie une nappe. Et il remonta. Les jours suivants furent d'une étrangeté silencieuse. Le duc, sans un mot, se mit à être là où elle était. Il venait à la bibliothèque quand elle y faisait le feu et restait, sans lire. Il descendait au commun sous des prétextes transparents. Il la regardait de l'autre côté des pièces avec l'expression de quelqu'un qui refait un calcul dont le résultat lui fait peur. Geneviève, elle, se tenait droite, baissait les yeux, comptait ses plis et attendait. Elle avait maintenant le carnet. Elle avait écrit à maître Rambert. La machine du droit était en marche, lente, souterraine, il ne fallait plus que tenir. Tenir jusqu'à ce qu'un juge, à Orléans, accepte de rouvrir un registre. Tenir malgré Aurélien qui rôdait, malgré la comtesse qui observait, malgré cet homme qui, de jour en jour, la regardait un peu plus longtemps. Un soir, c'était en mars. La neige fondait, l'étang se fendillait avec des bruits d'os. Il l'appela dans la bibliothèque. Il était seul. La comtesse était repartie pour Paris, préparer ce qu'il fallait préparer. Aurélien chassait au loin. Il y avait sur la table 2 bougies, un livre de contes fermé et un verre auquel il n'avait pas touché. « Fermez la porte », dit-il. Elle ferma la porte.
Elle resta près du seuil, les mains croisées sur son tablier. De l'autre côté de la longue table, il la regardait, et pour la première fois depuis 18 mois, il ne détournait pas les yeux. « Il y a une chose que je voudrais vous demander, dit-il enfin, et je voudrais que vous me répondiez sans mentir. Ce sera difficile pour nous deux. » Geneviève ne dit rien. Son cœur battait dans ses tempes. « Ma femme, reprit-il, tenait les livres de ce domaine. Elle pliait les nappes en comptant les plis. Elle aimait la Sologne, le froid, les temps gelés. Elle avait une écriture penchée que je reconnaîtrais entre mille. » Il posa la main à plat sur le livre de comptes. « Depuis 15 jours, je relis les comptes de cette maison. Les vôtres. Vous avez rempli les colonnes du mois de janvier, quand l'intendant était malade. » Il ouvrit le livre à une page marquée. C'est la même main. Le silence, dans la pièce, devint un objet qu'on aurait pu tenir. Geneviève regardait le sol dallé, ce sol qu'elle lavait, et elle comprit que le moment était venu. Le moment qu'elle avait à la fois désiré et redouté pendant 5 ans. Elle aurait pu nier. Elle avait encore le temps de nier. Mais il y avait, dans la voix de cet homme, quelque chose qui n'était pas de la colère ni du triomphe. C'était l'expression de quelqu'un qui a tenu si longtemps une chose serrée dans son poing qu'il ne sait plus s'il ose l'ouvrir. « Regardez-moi, dit-il. » Et sa voix, sur ces 2 mots, se fait là. Elle leva les yeux. Elle le regarda en face, pour la première fois depuis 5 ans, non en servante, mais en femme, en épouse, en morte qui se relève. Et elle vit le moment exact où il l'a reconnue, non le visage seul, qu'il avait déjà à moitié reconnu, mais elle, tout entière, la personne derrière le tablier, celle qu'on avait écrite à l'encre parmi les défunts. Elle vit son visage se défaire, lentement, comme se défait une digue, non par fracas, mais par une fissure d'abord, puis une autre. Il ne s'avança pas. Il ne tendit pas la main. Il resta de l'autre côté de la table, les 2 mains posées à plat sur le bois comme pour ne pas tomber, et il dit, d'une voix qui n'était plus qu'un souffle, « On m'a montré un cercueil. » Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une explication, c'était le premier mot d'un homme qui, depuis 5 ans, portait dans la poitrine une pierre dont il découvrait, à l'instant, qu'elle n'avait jamais eu le poids qu'il croyait. « Mais on m'a montré un cercueil, répéta-t-il, et un registre, et j'étais un homme qui venait de perdre un enfant. Et je n'ai pas eu la force de demander à l'ouvrir. J'ai signé ce qu'on m'a mis devant les yeux. J'ai cru que c'était le fond du malheur. Je ne savais pas que le fond du malheur, c'était de vous avoir cru sur parole d'un autre. » Il baissa la tête. « Pendant 5 ans, j'ai porté votre deuil. Et pendant 18 mois, vous avez lavé mon sol. » Geneviève ne bougeait pas. Il y avait tant de choses qu'elle aurait pu dire. La fièvre, la maison écartée, Aurélien, la rente refusée, le registre, les 5 ans de couture et de silence, la colère si longtemps pliée en 3. Elle ne dit rien de tout cela. Elle regarda cet homme brisé de l'autre côté de la table et elle comprit que la vengeance qu'elle avait cru être la raison de son retour n'était plus dans la pièce, qu'elle avait fondu quelque part, comme l'étang de Mars, sans qu'elle s'en aperçût. Ce qui restait était plus difficile à porter que la haine. C'était la vérité nue de 2 êtres qu'on avait volés l'un à l'autre. « Ah, il y a un carnet, dit-elle enfin. Le vieux curé a tout écrit avant de mourir. Il a béni un cercueil qui ne pesait pas le poids d'un corps. Un avoué d'Orléans a le nécessaire pour porter la chose devant un juge. » Elle marqua un temps. « Je ne suis pas revenu pour vous, monsieur. Je suis revenu pour mon nom. » Il releva les yeux vers elle. « Je sais, dit-il, et il ajouta, après un silence, une phrase oblique, une seule, qui n'était pas « je vous aime », qui n'était pas « pardonnez-moi », qui était seulement ce qu'un tel homme pouvait offrir sans que sa voix se brisât tout à fait. Le poêle de la serre est allumé toute l'année, Firmin l'entretient, il fait 16 degrés là-dedans, même l'hiver. Il regarda le feu. Ma femme y écrivait ses lettres, autrefois, parce que c'était le seul endroit chaud du domaine. Si un jour vous vouliez y écrire les vôtres, la porte n'est pas fermée. Geneviève resta longtemps immobile.
Elle comprit que c'était là son aveu, tout entier. Cet homme qui ne savait pas dire les grandes choses lui rendait par la bande, la chaleur, le lieu, la place. Il ne lui demandait pas de rester. Il ne lui demandait pas de pardonner. Il lui disait seulement qu'il y avait, quelque part dans sa maison, 16 degrés et une porte ouverte, et que c'était à elle de décider. Elle ne se jeta pas dans ses bras. Ce n'était pas cette sorte d'histoire, et ils n'étaient pas ces gens-là. Elle inclina la tête, très légèrement, et sa bouche fit ce qu'elle savait faire de plus proche d'un sourire, la retenue précise d'un sourire. Et elle dit, d'une voix égale, en reprenant une dernière fois pour cette pièce, le ton posé de la femme qui range les choses. « Bonsoir, monsieur. » Ce n'était pas un adieu. Il l'entendit ainsi, et elle le voulait ainsi. Le procès eut lieu au printemps, à Orléans, et fut plus court qu'on ne l'avait craint. Le carnet du vieux curé pesa lourd, plus lourd, finalement, que le cercueil de plomb qui n'avait jamais contenu de corps et qu'on fit exhumer par ordre du juge un matin de brume pour n'y trouver que du sable et des pierres. Maître Rambert plaida sans effet avec cette sécheresse qui convint mieux que l'éloquence. Le duc témoigna, un duc qui vient dire sous serment qu'on l'a trompé, cela ne se voit pas 2 fois par siècle, et cela fit taire tous les sourcils levés de la ville. Aurélien, sentant tourner le vent, tenta de fuir, fut rattrapé par ses dettes et par un mandat, et disparut de cette histoire par la petite porte, qui est la seule que méritent les hommes de son espèce. La comtesse de Sérigny, apprenant qu'il y avait une duchesse vivante là où elle comptait mettre son nom, replia ses projets avec la promptitude d'une joueuse qui ramasse sa mise et change de table, et l'on n'entendit plus parler d'elle. Le 3e mardi d'un mois de printemps, une main sûre, celle d'un greffier cette fois, écrivit dans les marges d'un registre paroissial, à côté de la ligne où l'on avait 5 ans plus tôt, inscrit son nom parmi les défunts, une seule phrase ordonnée par jugement, décès annulé. La personne désignée est reconnue vivante, 5 mots pour défaire 5 ans. C'est peu, c'est tout ce que la loi savait faire, le reste, elle le laissait aux vivants. Geneviève de Valmont ne retourna pas tout de suite habiter les grands appartements. Elle demanda qu'on lui laissât, un temps, la serre. Elle y passa le premier été, à 16 degrés constants, à écrire des lettres qu'elle n'envoyait à personne, à regarder par les vitres verdies les temps qui, l'hiver venu, gèleraient de nouveau. Le duc venait l'y trouver le soir. Il ne parlait pas beaucoup. Ils avaient 5 ans à ne pas dire, et ils choisirent de ne pas les dire tout d'un coup, mais par bribes, au fil des saisons, comme on rend la monnaie d'une dette trop vieille pour être soldée d'un seul versement. Un soir, il lui rapporta un livre qu'il avait, dit-il, emprunté à sa femme. Il y avait plus de 5 ans et jamais rendu, et jamais fini. Elle le prit. Elle regarda la couverture, une page cornée à l'endroit exact où il s'était arrêté. Un printemps, autrefois. Et elle dit, d'une voix où passa quelque chose qui ressemblait presque à de la légèreté, « Alors c'est vous qui allez le rendre. » Il y avait, dans la doublure de son corsage, un objet qu'elle avait porté 5 ans et qu'elle décousit enfin ce jour-là. Une petite mèche de cheveux d'enfant, nouée d'un fil, tout ce qui restait du fils qu'on n'avait pas laissé vivre. Elle la posa entre eux, sur la table de la serre, sans un mot. Il la regarda longtemps, avec l'expression de quelqu'un qui reconnaît enfin le poids exact de ce qu'il avait cru avoir pesé. Ils ne pleurèrent pas ensemble ce jour-là. Ils le firent plus tard, chacun à son heure, comme 2 personnes qui ont appris que le chagrin, lui aussi, se plie en 3 et se compte. Elle retourna au livre. La pluie de septembre commença de tomber sur les vitres de la serre, régulière, patiente, et il faisait, à l'intérieur, 16 degrés. Des histoires racontées avec un amour serein. Une ligne écrite un mardi de brouillard m'avait couché parmi les morts, un cercueil vide, un nom scellé, une porte qu'on croyait close à jamais. Une main sûre avait signé mon absence. Un silence avait tenu lieu de tombeau et moi je pliais des nappes en comptant 1, 2, 3, ce qui me restait. Il était l'homme qui m'avait cru morte sur la parole d'un autre. J'étais la femme qui lavait son sol sans qu'il baissât jamais les yeux.
Nous fûmes deux êtres qu'on avait volés, deux contes qu'on avait faussés, et c'est le carnet d'un vieux curé, non l'amour, qui rouvrit la première porte. Une ligne écrite un mardi de brouillard m'avait couché parmi les morts, un cercueil vide, un nom scellé, une porte qu'on croyait close à jamais. Une main sûre avait signé mon absence, un silence avait tenu lieu de tombeau, et moi, je pliais des nappes en comptant. 1, 2, 3, ce qui me restait. Il était l'homme qui m'avait cru morte sur la parole d'un autre. J'étais la femme qui lavait son sol sans qu'il baissât jamais les yeux. Nous fûmes deux êtres qu'on avait volés, deux contes qu'on avait faussés, et c'est le carnet d'un vieux curé, non l'amour, qui rouvrit la première porte. Si des histoires comme celle-ci vous accompagnent dans la nuit, laissez un commentaire et un abonnement, c'est ce qui fait qu'on continue de les raconter ici. Ceci est une œuvre de fiction située dans la France de la Restauration. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels ne serait que pure coïncidence.